joie et beaucoup d'allant. Donc on est très heureux de cette rencontre qui nous permet de réunir Elisabeth Bramy et Nadine Brun-Côme pour discuter aujourd'hui de la figure de l'adolescent dans la littérature jeunesse et plus spécifiquement dans 2 romans qu'elles ont publiés chez nous, éditions courtes et longues. D'abord, Même pas en rêve, d'Elisabeth Bramy, et La courbe de tes yeux, plus récemment, de Nadine Brun-Côme. Il faut, avant tout, avant qu'on parle des livres, qu'on fasse peut-être une petite présentation très succincte et dire quelque chose que peut-être vos lecteurs ne savent pas, c'est que vous avez eu toutes les deux une pratique thérapeutique avec les adolescents. Vous, Elisabeth, vous avez d'abord été psychologue clinicienne dans une institution pour adolescents qui est née dans l'avant-bouillon de mai 68. Vous me disiez une institution assez avant-gardiste qui se trouvait à Ville d'Avray. Et puis un jour, en constatant qu'il n'y a pas de bibliothèque dans ce beau lieu, vous êtes employé à en créer une et parallèlement, vous avez développé des ateliers d'écriture avec des adolescents que vous n'aviez pas en consultation. Pas tout à fait exact. Pendant 15 ans, j'ai été psy et heureuse de l'être. Dès que j'ai mis les pieds dans l'institution, j'ai demandé s'il y avait une bibli, on m'a dit non. Donc ça, c'était impossible. Et il m'a fallu 15 ans pour que l'écriture vienne me chatouiller et me rattraper. Et c'est à partir de là, constatant ce qui venait de m'arriver, un peu comme ceux qui découvrent Dieu et qui font chier tout le monde avec, moi j'ai commencé à dire aux ados, vous avez sûrement un truc à écrire, il va falloir le faire. Voilà, et donc ce que je viens de faire dans un roman, ce sera un défaut de chronologie, mais merci de l'avoir réparé. Voilà. C'est donc aussi cela qui vous a conduit à écrire plus d'une centaine d'ouvrages, à les publier aussi, et à la création de nombreuses collections à succès. De tout cela, je retiens quelques piliers de la littérature jeunesse, comme Chère Madame ma grand-mère, comme le Zizi des mots, et aussi la collection des Et alors, que j'aime beaucoup. Et puis chez nous, 3 livres pour l'instant, Sauve-toi Ellie, La couleur des saisons, Emmanuel Proveller, Le vif du sujet, et évidemment, Même pas en rêve. Nadine, vous aussi avez une longue pratique de psychologue, d'abord en internat pour enfants difficiles, pour jeunes difficiles, aussi dans d'autres centres, et enfin en libéral, psychologue libéral. Et bien que vous n'exerciez plus aujourd'hui, vous m'avez expliqué que vous conceviez encore et animiez des ateliers d'écriture avec des jeunes. C'est quelque chose que vous faites tout au long, enfin en parallèle de votre travail d'écrivain. Oui. Je développe là... allez-y, faisons l'aparté. Oui, en fait, c'est un engagement qui m'est un peu tombé dessus. C'est-à-dire que le travail avec les adolescents est venu de différents lieux, de différentes demandes. Et pas seulement les adolescents, mais pour moi, j'ai toujours écrit. Et la question de l'écriture et du travail de psychologue ne sont pas liées l'une à l'autre, ne sont pas une conséquence l'une de l'autre, mais ont toujours cohabité pendant un certain temps de vie. Après, quand j'anime par rapport à l'écriture, il me semble que ce n'est pas la même place d'une certaine façon. Mais ça, on pourra en parler, effectivement. C'est vrai que maintenant, j'ai vraiment fait le choix de ne travailler que, entre guillemets, dans la question de l'écriture. Et alors, avec les adolescents, je trouve que c'est un champ particulièrement qui nous renouvelle, nous, en fait. Parce que le petit rectificatif moi, que je fais à la présentation de Jean, mais ça, c'est pas de sa faute, c'est que c'est vrai qu'on dit, j'ai travaillé effectivement dans un internat avec des adolescents, et on dit difficile. C'est vrai que c'est posé comme ça. Et moi, je dirais que ce sont des gens pour lesquels la vie avait été difficile. Donc, ils se sont retrouvés dans ce lieu-là. Et c'est ce phénomène-là de s'être retrouvés là dans des circonstances de vie difficiles. Et moi, arrivant là aussi avec mon itinéraire de vie, qui fait qu'en fait, on a pu travailler ensemble d'une certaine façon. Là aussi, dans un roman, ça serait un raccourci fautif et on
s'emploierait à le corriger. Alors vous aussi, vous êtes une auteure très importante de la littérature jeunesse, avec bien sûr Grand Loup, Petit Loup, mais aussi de la collection des petits, Petites Joies, Petites Peines, etc. Et puis pas mal de théâtre aussi, ce qui est assez rare quand même, et des romans, notamment dernièrement Corps à cœur, et puis chez nous, donc aux éditions Corps et Longues, La courbe de tes yeux. Alors, bien avant Harry Potter et Hermione Granger, et bien avant Katniss Everdeen et Peeta Mellark, d'autres héros adolescents ont façonné la littérature. Qu'il s'agisse de la condescendante Antigone, de l'indomptable et merveilleuse Jane Eyre, du narrateur impossible et révélateur de La Recherche du temps perdu, voire du ténébreux Holden Caulfield de La Trappe-Cœur, l'adolescent a dans la littérature générale, voire le théâtre, une place singulière. Il incarne ce qu'on nomme en anglais le processus du coming of age et qui, chez nous, prend la voie ou la voie initiatique. On est dans une bibliothèque. Marguerite Duras, on va quand même pas parler anglais, même si elle avait une adoration pour son anglais. Mais oui, quand même. c'est une chose. Et puis, deuxième chose, c'est aussi très très présent dans la littérature anglo-saxonne. C'est pour ça que j'ai employé ce mot-là. Et c'est vrai, Jean, en fait, comment on pourrait l'expliciter en français en fait, la voie initiatique. La voie initiatique. Ouais. Très bien. Je le disais, il suffisait de me laisser finir la phrase. Le pauvre, il est brimé. En manière d'introduction, là je suis bien entouré. Oui. En manière d'introduction, j'aimerais dire un mot de deux des héros que j'ai cités, tous les deux créés au mi-temps du XXe siècle. Alors il y a d'abord Antigone d'Anouilh, qui incarnerait la résistance à l'oppresseur. Elle est une figure héroïque et tragique, acceptant l'évidence de la mort comme seul un ou une adolescente peut le faire. L'adolescent connaît l'équivoque du danger, il sait quel risque il encourt à défier l'autorité, mais il le fait. En somme, il sait que c'est son dernier bras d'honneur, mais il ne sait pas qu'il ne pourra plus en faire. Holden Caulfield, lui, l'anti-héros de Salinger dans La Trappe-Cœur, eh bien, plusieurs meurtriers iconiques se sont réclamés de lui pour justifier leurs gestes déments. Alors, par exemple, il y avait Mark Chapman, qui est l'assassin de John Lennon, ou John Hinckley, qui a tiré sur Ronald Reagan. Le héros de Salinger porte, je crois, l'équivoque de son âge dans son rôle, celui du anti-héros, celui qui ne doit pas être au centre d'un livre, qui ne peut pas en être le sujet. Une espèce d'apathie explosive que beaucoup d'entre nous avons vécu en tant qu'adolescents ou que nous avons observé chez des adolescents. Et c'est pourtant pas le portrait que l'une et l'autre vous faites de vos héros. Alors je vais vous demander un exercice un petit peu difficile et à front renversé de faire chacune le résumé du livre de l'autre. Oh non, c'est chiant. Ah, peut-être pas le résumé. Moi, Oh je peux non. dire Deux mots. Je peux dire. Oui, deux mots, deux mots. Présentez le livre quand même. Alors, oui, peut-être pas le présenter, Jean, mais moi je peux dire des choses sur ce que j'ai lu d'Elisabeth, mais ça fait longtemps que je la lis. Donc, du coup, je suis contente d'être là. Bah oui, il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. Oui, en plus. Oui. On a trouvé une cour de récré. Et puis, ah si, moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, mais je ne vais pas parler du livre, je vais parler de la façon dont moi je me suis sentie en lisant le texte d'Elisabeth, c'est que j'ai retrouvé un aspect et une sensation de mon adolescence que j'avais gommé. Et ça m'a beaucoup intéressée. Je ne m'en suis pas rendu compte au début du livre. Et cette espèce de mal-être un petit peu opaque, dans lequel on ne sait pas trop par quel bout, quel fil tirer en fait. Et je trouve que peu à peu, quand on avance dans le texte, même pas en rêve en fait, moi j'ai été reprise par ça. Et donc je me suis dit, il y a une vraie justesse, non pas de parler de l'adolescence, parce que moi j'ai peut-être envie de distinguer parler des adolescents et parler en adolescence. C'est-à-dire que et c'est tout le travail du texte, c'est vraiment de nous remettre dans la sensation de ce qui a été vécu. Et après, on verra après si on en parle un peu, mais en fait, c'est dans l'écriture même pour moi que ça se joue. C'est-à-dire que dans l'adolescence, il y a sans doute un paradoxe qu'on porte d'ailleurs sans doute toute notre vie, mais il y a vraiment un pouvoir du paradoxe, c'est-à-dire effectivement une forme d'apathie et une forme de volonté
d'agir. Il y a toutes ces contradictions-là qui sont nouées et il faut que dans le texte, elles apparaissent. Et dans certains nouages de construction de phrases, effectivement, on est dans un nœud du paradoxe. J'en avais noté une et j'ai perdu ma feuille. Mais si Mais vous il y a permettez quand même, vraiment il faut, voilà. pour que les gens comprennent, il faut quand même qu'on dise 2 mots de l'histoire. Oui, moi je veux bien dans dire chaque- de quoi ça Alors, parle, mais allons-y. après, tu ne seras pas forcément d'accord Non, d'ailleurs, mais en fait. C'est ça qui est aucune bien. Mais- importance. Alors, il est pas facile à résumer parce que c'est un temps de vie. En fait, c'est un temps de vie à la fois de séparation des parents. Enfin, pour moi, c'est une adolescente qui, dans un temps d'été, voit se défaire son univers familial et en même temps son univers d'enfance. Voilà, donc c'est alors concrètement, c'est sa situation par rapport à son père, à la nouvelle amie de son père, sa situation par rapport à sa mère et au nouvel ami de sa mère. Et c'est aussi pour moi ce qui m'a beaucoup touchée, c'est qu'est-ce que c'est qu'un adolescent qui est confronté non pas à des parents séparés, mais à des beaux-pères et à des belles-mères, c'est-à-dire dans quelle autre vie ils sont obligés d'entrer et quelle intimité ça casse d'eux par rapport à leurs propres parents. C'est vraiment ce qui m'a beaucoup touchée. Ça se joue sur un temps court, avec une très belle décision à la fin. Alors là, on pourra l'évoquer. On pourra l'évoquer, mais ce que fait Elisabeth aussi, c'est qu'elle la rend complètement solitaire, la gamine, parce que non seulement ses parents vont avoir de nouveaux conjoints, enfin sa mère avait déjà son nouveau conjoint, mais son père va avoir, et en plus elle va avoir un demi-frère, mais aussi sa grand-mère l'a trahi, sa grand-mère a fait un gros mensonge qui l'a terrassé, enfin qui la rend très triste. Qui touche à un enjeu vital, en fait, Oui, la question de la vie et de la mort. Oui. Oui, moi je dirais que j'ai pas tellement envie de toucher à ce roman que tu as écrit. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est la relation avec la mère. Voilà. Parce que j'ai écrit il y a quelques années un truc qui s'appelle Crever l'écran, et où l'adolescent en terminale, etc., vit quasiment avec sa mère, parce que le père a un travail pétrolier quelque part, je l'ai envoyé balader très vite. Et ce tête-à-tête avec la mère est lourd, et elle est tout à fait formidable, c'est une dermato, elle a tout ce qu'il faut pour plaire, elle n'est pas idiote, mais lui, il est quand même très coincé. Alors, je me suis souvenue que ce que j'adorais de toi depuis la première fois que je t'avais lu, c'était quand même un album qui n'a pas été cité, Marie de la Mer, et c'est un des plus beaux albums qui a été écrit et illustré par Yann Nassim Bene, non, ça, malheureusement, qui est mort. Et voilà, il date d'il y a 30 ans, mais les albums ne prennent pas une ride. Et c'était vraiment un chant à la mère maternelle, et c'est ça qui m'intéressait. Après, il y a un autre truc formidable dans ton bouquin, c'est la question de la violence. Ça m'a rappelé, quand on faisait des tournées avec Thierry Magny, on avait fait une revue Gallimard, la jeune violence, la violence à l'école. Alors évidemment, rien ne s'est arrangé, on avait fait ça en 2000, aujourd'hui c'est encore pire qu'il y a 2000, on a pissé dans la violence, ça, on ne savait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que tu dépeins très très justement comment la violence amène la violence, comment ce harcèlement, cette saloperie dans laquelle il est entouré, parce que la mienne elle est solitaire, mais là il y a un personnage qui est entouré de loups qui veulent le bouffer, l'exterminer. Donc un jeune homme qui est victime de harcèlement, oui. Qui va devenir lui-même harceleur, comme c'est souvent le cas. C'est bien, hein, parce que je l'obligeais à faire le résumé. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je fais non, mais c'est normal, je suis là pour ça. Et donc, il vit avec sa mère, seul, parce que le père les a abandonnés, apparemment. Elle ne se remet pas de ce départ, et elle laisse son fils complètement seul face à son destin d'adolescent. Oui. Et en fait, ce n'est que par l'intervention d'une tierce personne que moi je vois presque comme un Deus ex machina, qui est une prof de français qui voit ce qui se passe dans la cour de récré, et qui elle-même a déjà vécu, quand elle était enfant, ce genre de drame, qui va intervenir auprès de la mère, qui va la faire réagir, et qui va faire que
les choses vont prendre une autre tournure. Bon, on évoquera ensuite ça, la fin dans ouais. les deux cas de vos livres, parce qu'on ne sait pas exactement. Pour moi en tant que votre éditeur, ça reste très flou. Les deux fins restent très floues. Mais je serais heureux qu'on en parle plus tard. Quelle différence? Il y a deux personnages quand même très forts, donc Marieke et Benoît, hein, les personnages principaux et les personnages adolescents dans ces deux livres. La mienne, elle est à la frange. Hein. La mienne, je la veux pas. Elle n'est pas adolescente. Elle est pré-ado. Elle est, voilà. J'aime pas ce pré-ado. Tous ces emballages d'étiquettes. Dans le temps, on ne disait pas pré-ado. Elle a quel âge en fait concrètement? Elle a 12 ans. Elle va passer en 5e. Alors, ce qui m'intéresse... Elle est ado. Tu lui as demandé si elle avait ses règles? Qu'est-ce qu'il y a? Non, on n'en sait rien. Moi, ce que je voulais justement, tu parles de flou, eh ben, le flou, il est dès le début. C'est-à-dire, elle est juste à ce moment où elle commence à flairer quelque chose qui lui arrive, où elle regarde les poils des mollets d'un gars sur la plage. Elle ne sait pas très bien pourquoi. Et elle commence à réfléchir à ce qui va arriver à son cousin chéri, qui joue à côté, et la catastrophe de l'adolescence qu'elle voit se profiler. Mais on est vraiment au bord. Il ne faut pas du tout la voir ado. Elle est dégoûtée par sa copine qui a déjà quelques mois d'avance et qui vient lui montrer son 2 pièces de l'été et frétiller un peu sexuellement. La mienne, pas du tout. Elle n'en est pas là. Je veux pas qu'elle soit. C'est parce que tu vois les choses. C'est parce que là les choses sont dites de manière fine, mais si on voit le grand bain de l'adolescence, elle est déjà. Mais quel bain? On n'est pas dans Psychologie Magazine. Je veux pas qu'elle soit ado. Elle n'est pas ado. Je veux pas qu'elle soit ado. Alors, néanmoins, quelles sont les différences par rapport à Benoît? Moi, cet âge du 12 ans, effectivement, il pose question. Parce Il que est formidable. C'était l'enfance il n'y a pas si longtemps, Oui. et c'est l'adolescence maintenant. Oui. Et en fait, c'est vrai alors nous, on n'arrive pas à les caser parce qu'ils ont des choses des deux côtés, et eux n'arrivent pas eux-mêmes à se caser. Donc c'est vrai quand même qu'on parle d'adolescence de plus en plus tôt. Et c'est vrai que le débat. Alors, c'est toute la question du respect par rapport aux ça c'est compliqué, mais c'est très intéressant. C'est qu'effectivement, ils montrent des choses, et c'est aussi toute la question du harcèlement des adultes par rapport aux enfants. C'est-à-dire que cet âge-là, ils montrent des choses qui sont des envies, ou des choses que nous, on peut décoder comme des envies, qu'eux ne décodent pas forcément comme ça. C'est-à-dire qu'ils sont travaillés par quelque chose dont ils ne savent pas trop quoi montrer. Et l'adulte répond d'une certaine façon. Ce que je trouve intéressant, en fait, moi, dans le début du texte d'Elisabeth, c'est cette hésitation d'âge que je trouve intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'elle est fortement intéressée par les garçons de plage, par le cousin, et le cousin, il a des attitudes de gamin avec elle, il l'ennuie, et en même temps, elle regarde un gars qui est visiblement plus âgé, enfin, qui est plus elle a plus une envie dont elle ne sait pas si c'est une envie sexuelle ou pas, tout en étant dégoûtée par les poils. Alors ça, c'est un détail qui m'a effectivement... donc tu mets en place quelque chose qui est justement un âge d'hésitation. Oui, mais c'est amplifié chez elle, ce qui lui arrive. C'est pas seulement un processus comme ça, chronologie de la vie, c'est que il lui est arrivé une tuile, ses parents ont divorcé, mais le mec de sa mère s'est installé pour l'été et s'est installé à la maison. Et l'histoire des poils, elle commence là. Le dégoût de ce mec qui a osé mettre une brosse à dents dans le verre à dents de sa mère, ce qui est vraiment une image, il n'y a pas besoin d'être Freud pour voir clair. Je l'écris comme ça. Et elle a d'ailleurs cessé de se laver, d'aller dans la salle de bain, tout la dégoûte, les poils de cul dans la douche et tout, elle ne peut pas supporter. C'est normal. Mais peut-être qu'elle aurait été plus en latence, ça aurait duré encore 1 an ou 2. Enfin, moi, j'étais très tardive. Et mes personnages n'ont pas besoin d'être pressés par l'actualité, quoi. J'aime bien, justement, les mijotes lentement. Perso, je ne suis pas du tout d'accord pour dire qu'il n'y a qu'une question d'actualité, ni du fait pour une jeune fille d'avoir ses règles, pour déjà être ado. C'est des choses complètement différentes, je crois. Mais bon, c'est mon point de vue. Oui, il y a la question du désir, en fait. C'est compliqué. En fait, c'est parce qu'aussi on le met dans une catégorie, on est bien obligé parfois quand on parle, alors qu'en fait c'est plus un processus. C'est-à-dire que je trouve que c'est justement un moment où il y a constamment non seulement des allers-retours, mais des choses en même temps, de l'enfance et de l'adolescence.
Et comment ça se passe chez Benoît? Parce que chez Benoît, il n'y a pas ce regard sur le désir. Il va avoir une petite amie qui fait partie de ce groupe de harceleurs et par laquelle il va être séduit et qu'il va séduire aussi. Là, il y a un échange. Mais il n'y a pas véritablement, comme chez Elisabeth, ce regard sur des choses qui peuvent l'attirer et par lesquelles il peut être en même temps dégoûté ou plutôt dont il peut oui, d'ailleurs, il est presque moins conséquences. adolescent que Marielle d'une certaine façon. En vous écoutant, je me dis que moi, quand je l'ai écrit, en fait, je ne me pose pas la question de l'âge de mes personnages. Après, dans le cours de l'écriture, ça vient. Mais au départ, effectivement, pour moi, c'est la première scène qui va poser les choses. Et en fait, lui, il est impacté dans la question de la violence et de la protection de soi. Et peut-être, alors, je ne l'ai pas pensé comme ça en l'écrivant, mais c'est vrai que la question d'être tout le temps préoccupé par sa propre sauvegarde empêche, je pense, complètement l'éclosion d'un désir. Parce qu'on est complètement tourné vers soi. Et en plus, alors la mère, je ne suis pas sûre que la mère soit seulement absente. Il y a la question pendant une bonne partie du texte sur qu'est-ce que la mère sait et ne sait pas du harcèlement de son gamin. Elle est complice. Oui. Voilà. Il l'accuse d'être impuissante, mais complice. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'agression active, il y a aussi, et d'où effectivement cette prof, donc on en parlera, parce qu'il y a eu des questions importantes que Jean m'a posées sur, est-ce qu'elle a le droit d'aller chez les gens, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le rôle et le statut et la limite d'un enseignant par rapport à ce genre de situation. Mais la mère, effectivement, finit par réagir, mais pendant tout un temps, je pense qu'il est autant dans la violence passive de sa mère qui ne réagit pas, en fait. Contrairement à Marie-Queux qui, elle, va faire une fugue, une fausse fugue, une fugue très, très, très mise en scène, très gentille quand même, pour alerter son monde qui tout de suite se précipite à son chevet, en quelque sorte, son chevet étant le jardin à côté de Notre-Dame. Derrière. Il y avait encore la flèche. Et voilà, il y avait encore la flèche. Et donc, ils vont lui demander ce qui se passe. Et en fait, là, elle se referme à son monde complètement. Elle se ferme à double. Elle se fait un 40 de fièvre et elle ne participe pas à la rentrée des classes. Elle ne participe pas à la rentrée des classes et elle prend une grande décision ensuite. Et elle prend une grande décision. Mais on ne va pas dire tout de suite quoi. Et elle dit à ce moment-là une chose, enfin que Benoît d'ailleurs met en acte aussi quand il monte dans le grenier qu'occupait son père, c'est qu'elle dit, j'ai enfin... Elle ne le formule pas comme ça, mais j'ai réussi à être toute seule. Je veux être toute seule. Et cette solitude qui permet de se forger son propre projet, ça, je trouve que c'est un moment très important. L'adolescent seul, les laisser seuls. Mais ce qu'on a en commun, en tout cas, j'étais ravie de le voir, c'est que, et c'est parce que notre rapport à l'école, mais surtout à la littérature, c'est que toi, tu as mis ta prof de français. Et moi, par exemple, dans Crever l'écran, il y a un prof de français qui lui sauve la vie à mon terminal. Tu vois. Et c'est avec la phrase que le prof lui a dit en 5e qu'il va sauver sa peau dans l'histoire. Alors, moi, moi je suis un peu attardée entre 3-5 ans, c'est à la vie, à la mort, c'est tout. C'est le meilleur et le pire, mais il n'y a pas de nuance. Pas de nuance, ce qui fait que ou bien je suis une ado colérique, complètement dingue, avec une prof antisémite, enfin j'y vais carrément, je dégomme tous les profs, d'ailleurs qui ont détruit la majorité des ados que j'ai vu passer à Ville-d'Avray, je leur en veux, et puis qui m'ont un peu zigouillé aussi au passage, mais rendre hommage aux profs, j'en avais très besoin, et j'étais ravie, en plus entre-temps, parce que ça... Je ne sais pas quand tu as écrit ton bouquin, entre-temps, on a vu tomber des têtes, si j'ose dire. Donc, c'est pas possible, le monde où on vit. Et ton texte est certainement plus... le mien est peut-être plus intemporel, plus passéiste. Le tien, il est plus actuel, plus contemporain. Parce que, justement, il est temps de parler de ce dont tu parles, quoi. Et de la vraie violence qui saigne.
Mais est-ce que le harcèlement scolaire, c'est d'aujourd'hui? Enfin, non, c'est quand même quelque chose qui Oui. est intemporel aussi. Oui, mais ça s'est amplifié, et puis maintenant, c'est à coup de poignard, à coup de flingue, c'est autre chose. C'est plus la guerre des boutons, quand même. Hein. Et puis peut-être aussi, oui, c'est-à-dire, c'est la question de ce métier, mais aussi du métier de bibliothécaire, ou du métier, ou du fait quand on intervient dans les classes, c'est-à-dire, est-ce qu'on est là en tant que personne entière, ou est-ce qu'on est là en tant que statut? Moi, je sais que j'ai refait un passage à l'Éducation nationale il y a assez longtemps, et effectivement, je me suis fait épingler sur le fait de dire les enfants. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il fallait dire les apprenants. Et ça, je m'y refuse vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, on peut faire confiance à un certain nombre d'enseignants sur le fait d'avoir assez de recul pour ne pas se projeter complètement. Mais la question, par exemple, la question du harcèlement, effectivement, elle est intéressante. Alors ça, moi, je ne le traite pas. C'est qu'elle est intéressante parce qu'elle est apparue maintenant comme une obligation d'intervention pour les enseignants. Et en même temps, c'est vraiment une façon aussi de se prendre les pieds dans le tapis. Parce que la question, c'est comment voit-on? En fait, on constate qu'on ne voit pas. C'est-à-dire que les situations de violence, en fait, on ne les voit pas. Dans les cours de récré, on ne les voit pas. Donc il y a un phénomène qui n'est pas seulement pour les personnes qui sont malmenées, c'est-à-dire ce phénomène de mémoire traumatique et d'impossibilité de se rappeler ou de prendre conscience. Il y a aussi un problème, effectivement, moi j'ai vu dans des dossiers des gens qui disaient, puisque l'enfant a pris la parole chez vous, vous faites la démarche vis-à-vis de cette maltraitance qu'il signale, et des gens qui très honnêtement rouvraient les dossiers en disant, je l'ai écrit dans mon dossier il y a 2 ans, c'est moi qui l'ai écrit et je ne l'ai pas mémorisé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on pense que quelque chose est impossible, on ne le voit pas. Donc la première chose pour moi, c'est d'arriver à penser, c'est-à-dire on est quand même en Occident dans un mythe de l'enfance heureuse. Les chiffres de la maltraitance en France, entre autres, sont monstrueux. Donc la première question, c'est qu'est-ce qui fait qu'on ne voit pas, en fait? Voilà. Et qu'est-ce qui fait que des parents aimants, dans les 2 cas, on croit bien que ce ne sont pas des parents maltraitants quand même, qu'est-ce qui fait qu'ils ne voient pas le mal-être assez dangereux de leur enfant? Dans les 2 cas, il peut être dangereux. On voit bien dans les 2 cas que quelque chose de terrible peut ou pas arriver. Oui. Il me semble que c'est là. Alors, pour Benoît, je pense que c'est la douleur. C'est-à-dire que je pense que sa mère est complètement impactée dans ses propres douleurs et qu'elle ne peut pas l'aborder. Et dans le texte d'Elisabeth, moi, ce que j'en ressens, c'est qu'il y a une façon... Les parents sont... Je les ressens plus jeunes, d'ailleurs, que... Peut-être parce la mienne, elle est dans une tristesse absolument monumentale, quoi. Elle n'arrive pas à passer le pas et à reprendre sa vie en main. Et dans le texte d'Elisabeth, je trouve que les parents sont jeunes et ils ont envie de vivre. Ils sont préoccupés par eux-mêmes et tout à ils sont contents de renaître parce qu'ils ont foiré un truc et ils ne pas. Oui, parce qu'en plus, le beau-père, il est quand même... il n'est pas piqué des hannetons. D'ailleurs, je lui fais quand même le regard libidineux au niveau du nombril de la petite. Oui, je fais tout ce qu'il faut aussi pour qu'elle soit en éveil. Oui, et on voit effectivement que la mère ne voit pas, c'est-à-dire elle est prise dans son histoire d'amour. Elle est comme une ado, la mère. Ouais, en fait, elle ne voit pas qu'elle a une adolescente à la maison. Non, c'est elle l'ado. C'est un possible prédateur à la maison. Absolument, absolument. Oui. Et, alors, néanmoins, ils sont quand même capables l'un et l'autre d'avancer, de dépasser ce qui leur fait mal. Comment le font-ils? Et dans votre expérience par ailleurs, professionnelle par ailleurs, comment vous rattachez ça à votre propre expérience, cette création de 2 personnages et de leur manière d'avancer dans votre roman, comment le rattachez-vous à votre propre expérience professionnelle? Moi, je mets pas de professionnel là-dedans. Moi, je travaille avec mes tripes d'ado. Disons que les 32 ans que j'ai passés à Ville-d'Avray et tous les ados que j'ai vu passer ne sont que la confirmation qu'on est tous pareils, que j'avais vécu 30 ans avant ce qu'ils vivaient. Je ne sais pas, je ne sais plus compter. Quand je suis arrivée à Ville-d'Avray, j'avais 27 ans. J'avais des ados qui avaient 19-20 ans en terminale. Et quand je suis partie, j'avais l'âge d'être la grand-mère des mômes. Et ben, c'était formidable. D'ailleurs, je dis les mômes. J'ai refusé de dire ado avec toute l'équipe. Tout le monde disait ado. J'ai toujours
refusé ado, je disais toujours adolescent. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas que ces genres de raccourcis, d'étiquetage soit bon pour la santé de qui que ce soit. Voilà. C'est parce que ça ressemble à un étiquetage, en fait. Mais ça, oui, c'est pas un vrai mot. oui. Et oui, c'est homo, et là, ça s'en va. Enfin, je sais pas, c'est pas possible tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que j'écris pas avec les ados que j'ai rencontrés. Voilà. Par contre, la chose qui est sûre, c'est que c'est grâce à toutes mes merdes d'ados et à l'école, mes échecs, etc., ou le fait que j'étais une métèque de naissance, venue à Paris à 18 mois, que j'ai pu faire du bon boulot à l'hôpital de jour. Parce que je comprenais très très bien. Le gars qui était maghrébin, le type qui était dans la dèche avec un gosse d'une loge de concierge, etc. Je savais ce que c'était que la pauvreté. Enfin, tout ça, je savais. Tout ça, je savais, je l'avais vécu, je l'avais travaillé. Et mes mots dans mes bouquins, ils viennent directement de moi. Cela dit, j'ai très peu, et j'ai très peu écrit pour adolescents. Je suis quelqu'un qui est resté quand même pendant de longues années entre 0 et 10 ans. À l'école primaire, ça me va. La maternelle qui râle, c'est parfait. C'est comme ça que c'est venu. Pendant longtemps, Thierry, excuse-moi de citer toujours Thierry, mais tu sais très bien que... Eh bien, il m'appelait son auteur prépubère. Oui, voilà, c'est ça. C'est que je ne pouvais pas franchir. Et c'est très marrant parce que je ne me suis pas rendu compte que pendant les 15 ans où je suis restée à Ville-d'Avray et où j'avais ma double vie d'écriture, je n'ai jamais écrit sur l'adolescence. Jamais. Comme si, voilà, j'écrivais de 0 jusqu'à 13 éventuellement. Mais à Ville-d'Avray, j'avais des 13-20 ans. Et c'est quand j'ai pris ma retraite de Ville-d'Avray que je me suis autorisée à écrire ado. C'est marrant. Et d'ailleurs, le premier bouquin, je l'ai dédié aux ados de Ville-d'Avray qui m'avaient fait confiance, avec qui j'avais fait toutes sortes de choses formidables. Et Nadine, est-ce que c'est aussi non, votre... Ça, chouette, parce que ça, moi, ça recoupe effectivement, quand j'ai quitté l'internat où j'ai travaillé pendant 7 ans, Ouais. le premier texte que j'ai écrit, effectivement, je leur ai dédié. Et ça parlait d'une vie en internat. Et je n'ai pas pu le faire en travaillant en internat. Et je pense que c'est une vraie question de maturation, c'est-à-dire les copier-coller réalité-texte, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire qu'il faut... pour moi, c'est presque la même chose, par exemple, sur un texte d'album. Quand un illustrateur va s'en emparer, j'ai besoin... d'ailleurs, j'ai un peu peur de rencontrer les gens au départ, parce que j'ai besoin que la personne, elle s'empare profondément des choses pour l'incorporer et le transformer dans son propre univers. Et j'ai l'impression qu'on peut pas... Enfin, pour moi, les textes qui sont collés... D'ailleurs, le plus dur pour moi à écrire, c'est vraiment les autobiographies. Une autobiographie réussie, c'est vraiment arriver à parler de soi dans une transformation par l'écriture. Sinon, on n'est pas dans l'écriture. Je pense alors, c'est toute la question, en plus, d'écrire en jeunesse, qui est quand même un domaine à la fois très médiatisé et très décrié. C'est-à-dire que beaucoup de gens disent encore, moi j'ai des amis qui écrivent en adulte qui le disent, bon, on écrit en jeunesse, voilà, bon. Et c'est vrai que pour moi, c'est un engagement, et ça, je le sens aussi dans les textes d'Elisabeth. C'est-à-dire que, pour moi, écrire, c'est quelque part écrire en jeunesse. C'est-à-dire que ça m'a attrapé par là. C'est un vrai travail, effectivement, d'aller chercher en soi comment des mots peuvent toucher à un réel. C'est une vraie question. Et il y a des écrivains en jeunesse qui n'existent pas en adulte, qui font des choses incroyables, qui écrivent des choses incroyables. Et c'est vrai que du coup, on a un public qui est assez extraordinaire parce qu'on a des rencontres où parfois des gens qui ne lisent pas, surtout des adolescents, vont d'un seul coup être saisis par notre texte et du coup par notre propre travail sur notre intériorité. Du coup, il y a une vraie rencontre où ils vont dire « Ah ben ça, je l'ai lu parce que effectivement, ça me sauve quelque part ». Et du coup, on a un rôle de transmetteur involontaire qui est absolument stupéfiant. Ce qui fait qu'après, quand on me dit, moi, oh, bah, tu écris en jeunesse, je me dis, bon, il y a un monde là qui est totalement inconnu.
Mais c'est vrai qu'on écrit quand même plus. Après, la vie et les rencontres, y compris avec les adolescents, font qu'on change. Donc notre écriture aussi, elle est bougée par ça. Et est-ce que vous diriez que, au fond, vous écrivez contre les adultes quand vous écrivez ce genre de déteste texte? les adultes. Quand j'écris en ado, j'ai une haine ouverte. Mais avec le micro. C'est affreux. Moi, je n'ai pas besoin de micro tellement j'aboie, je crois. Non, mais je hais les adultes. J'ai une... Oui, même mes textes de maternelle, tout ça, je pense que j'ai vraiment totalement perdu confiance dans les adultes quand j'étais très très petite, que ça s'est jamais réparé. J'ai eu des parents adorables, formidables, qui ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais je pense qu'ils ont fait des conneries, qu'ils ne s'en sont pas rendus compte. Et puis la vie a fait que ils ont été obligés de se séparer de moi. Il y a eu des tas d'horreurs qui sont arrivées. Mais moi, quand j'écris en jeunesse, je déteste les adultes. Et d'ailleurs, pendant des années, je n'écrivais qu'en jeunesse. Et les gosses qui sont très fins me posaient la question en classe. Et pourquoi t'écris pas pour les grandes personnes? Je me souviens d'avoir répondu comme un bombardement. J'ai rien à leur dire. J'étais étonnée de ce que je... Voilà. Et après, j'ai réfléchi. Et puis finalement, la vie est pleine de surprises. Et un jour, j'ai fait la rencontre de quelqu'un et ça a déclenché. J'étais à l'île de la Réunion. Et puis voilà. Et un livre vieillesse, comme on dit vulgairement, est arrivé. Mais je me suis aperçue d'un truc, c'est que je ne dis pas du tout la même chose aux uns et aux autres. Si je devais choisir, c'est aux gosses qu'il faut. C'est eux auxquels je veux m'adresser. C'est eux avec qui j'ai une connivence. Je sais que ça marche. Par contre, les adultes, c'est marrant parce que les mômes, franchement, je leur fais pas de cadeau. Je dis les choses crûment, comme elles sont. Ça te rappelle quelque chose, la chef de M. Seguin. C'est-à-dire que je ne leur cacherai pas que la chef de M. Seguin est morte. Je leur dis les choses. En plus, je suis l'école de Dolto, on dit les choses. Voilà, on dit les choses et c'est bien mieux de les dire que de ne pas les dire, parce qu'après, ça pourrit dans les placards et on en a marre. D'ailleurs, le secret de famille aussi traîne dans nos bouquins. Par contre, c'est très marrant, parce que quand je m'adresse aux adultes, je suis dans des histoires d'amour impossibles que j'arrive à réaliser de force. Et j'ai besoin de leur prouver et de me prouver que ça se peut. Et c'est complètement dingue et ça marche. Mais je l'ai fait 4 fois dans ma vie, alors que j'ai fait plus de 100 bouquins pour les gosses. Est-ce que vous diriez la même chose Oui, alors non, moi pas du tout. Donc du coup, ça m'intéresse parce que pas du tout. Alors j'ai toujours un adulte effectivement qui est très sauveur. J'en ai rencontré. Du coup, je me pose la question. Je pense que les adultes, moi j'ai beaucoup de mal avec eux quand ils ne sont pas enfants. C'est-à-dire quand ils ont oublié cette part d'eux. Alors effectivement, chez les enseignants, c'est assez marqué. Parce que c'est un milieu aussi auquel on ne fait pas de cadeaux. C'est-à-dire c'est des gens qui sont chargés, de l'enfance des autres. Et ils ont zappé vraiment quelque chose souvent dans leur rapport à ça, qu'il faut presque réapprendre. C'est intéressant les formations avec des enseignants parce que ça les fait descendre sur de l'émotion. Mais non, moi j'ai l'impression que les adultes sont intéressants quand ils sont épais de leur enfance et de leur adolescence. Et donc quand ils sont fragiles, oui, mais ça c'est peut-être aussi parce que moi j'ai l'impression effectivement qu'on travaille qu'à partir de nos fragilités. Oui. Et donc, oui, mais alors évidemment, les adultes fragiles, les adultes comme tu dis, ça va. Les adultes pas amnésiques de leur enfance. Mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, finalement il y en a très peu. Oui, c'est les seuls qu'on peut fréquenter. En tout cas, dans leur profession, c'est compliqué. C'est-à-dire si on les rencontre en champ professionnel, donc ceux qu'on voit dans nos rencontres, effectivement, c'est compliqué. Et un peu plus loin, si on va un peu plus loin dans vos livres, parce qu'on dirait que les adolescents sont comme un remède aux maux des adultes. Est-ce qu'ils sont là pour soigner les adultes, en quelque sorte? Moi, j'aimerais pas. Je suis déjà fière de pouvoir leur faire sauver leur peau aux gosses sans qu'ils aient à compter sur un soutien quelconque des adultes. Justement, ce que je dis aux gosses, d'ailleurs, tu cites la collection Et alors, la collection Et alors, c'est « T'es dans la merde, démerde-toi ».
C'est le slogan qu'il faudrait mettre en bandeau, quoi. Ne compte pas sur eux, ils font ce qu'ils peuvent, ou bien ils veulent pas, ou bien c'est des braves gens mais incapables, ou bien c'est des salauds, mais bon, t'es tombé là-dedans, ils vont pas changer. N'essaye pas de les faire changer. Oui, enfin, je te disais le contraire. Est-ce Et que débrouille-toi c'est pas avec les ça. ados qui sont une sorte de remède aux adultes? Non, ils sont pas un remède. Ah bah, ils sont un remède. Elle ne veut pas, Elisabeth, Oui, qu'ils elle soient a- un remède. Non, moi je ça, veux pas c'est qu'ils clair. soient un remède, parce que j'en ai vu des ados écrabouillés par la dépression des mères, etc. Et qui vont d'ailleurs même se suicider par procuration. Mm. Il y a des parents qui sont. Voilà, non, c'est pas possible. C'est peut-être dans la formulation, Jean, je pensais. Peut-être. C'est-à-dire, moi je dirais, est-ce qu'on peut demander ou pas à un adolescent d'être un soutien d'adulte, en fait? C'est peut-être dans... Peut-être. C'est pas Enfin, ça que j'ai ressenti dans les deux textes, non. mais c'est pas grave, la Mais- formulation est mauvaise. Non, non, Mais je je- pas forcément, Non, mais en non. tout cas, bon, en Moi, tout je cas, veux pas que le gosse il la soutienne, question je et la veux pas lui réponse sont demander de décalées. soutenir. Je veux qu'il sorte ses pieds de là-dedans. Ça peut être un formidable soulagement pour les parents en contre-coup, quoi. Ils vont Oui, vivre leur vie alors, tranquille je vais et vous le dire mot ce que lui je va vois sauver dans sa vos peau. deux textes. Alors, Oui. Ouais, vas-y. je pense que dans les deux cas, au moins les deux mères sont sauvées par leurs deux gosses. Marie-Queux, qui, on peut le dire maintenant, va faire le choix toute seule de partir en internat Internat, et se débarrasser de cette gang qui est malsaine pour elle, Oui. en tous les cas, qu'elle ne supporte pas. Et elle va dire, on va remettre les choses au Exactement. clair, on va mettre les choses à zéro. Moi, je pars en internat, je vais faire ma vie, et puis ça sera bien. Et je vais faire t'appelles mes ça aider les je, parents? je pense que ça aide la mère, ça lui fait prendre conscience d'un certain nombre de choses, de même que Oui, Benoît, alors, il quand même, il l'a Oui, fait. mais dans le sens où en fait, alors, moi je dirais comment? Je pense que ces adolescents-là obligent les adultes à ouvrir les yeux. C'est-à-dire parce que pour se sauver eux-mêmes, ils vont être obligés de faire bouger l'environnement. Et dans l'environnement, il y a les adultes. Donc effectivement, Benoît, il il oblige en tout cas Oui, sa c'est mère à se bouger pour lui, mais se bougeant pour lui, du coup, elle est obligée de se bouger pour Oui, elle. c'est ça. C'est Oui. là peut-être le C'est ça que je on veux peut dire. dire le jeu de cartes. Maladroitement, Oui, excusez-moi. mais pas Maladroitement. être le thérapeute de ses Ouais. parents. Tu Non, sais, non, moi, certainement pas, je certainement sors. pas. Tu sais pourquoi je réagis comme ça? Je crois que je réagis comme ça avec, comme dans le Père Noël, avec ma deuxième couche à l'intérieur, c'est-à-dire enfant né après la guerre et après la Shoah. C'est-à-dire que j'en ai vu des mômes s'écrouler parce qu'ils consolaient leurs parents d'une première vie avec des premiers gosses qui étaient passés en fumée dans les tuyaux, ou bien qui se réveillaient la nuit. Je me souviens de ma copine Bruni Davidovitch qui consolait sa mère de ses cauchemars d'Auschwitz la nuit. Voilà, et moi je ne veux pas de ça. Je veux pas de ça. Ça a tué une génération. Il y a plein de gens qui se sont suicidés, Oui, non, des non, gens de évidemment. la deuxième génération. Et il ne faut pas qu'un gosse se serve à ça. Le gosse n'a à servir à rien. Non, il a servi à rien. Il C'est faut juste qu'il sauve que sa peau. là, dans le contexte, Oui, il parce produit que quelque chose. il Les produit, réactions des enfants produit, produisent bien sûr qu'il quelque Parce que chose. c'est vrai que par rapport à la question de Jean, moi je suis en train de me dire, nous on a des ados assez volontaires, en fait, qui pour une raison ou pour une autre, ou en tout cas Enfin, il quand touche le comme fond et puis il ça, remonte. voilà, ils remontent. Et C'est pas le qu'il y en cas a- de tous les c'est vrai ados, qu'il y en a qui remontent pas. C'est pas le cas de Il y en a Voilà, qui et remontent c'est- pas, et il y en a qui et c'est sautent vrai à qu'ils la- sont pas dans par la le fenêtre, texte hein. en tout cas. Voilà, donc c'est vrai que c'est parce que derrière cette question, Jean, enfin il y en a peut-être une autre, mais je ne sais pas si elle est, est-ce que dans les textes qui s'adressent aux adolescents, forcément on a des fins positives? Il y a ça, il y a et il y en cette a une chose-là autre derrière, qui arrive qui est derrière. un Mais peu, oui, c'est un peu qui ça. est oui, c'est un peu ça. intéressante C'est un peu ça, en que, effet. parce que moi je trouve qu'on finit pas très bien. Enfin, j'étais assez contente moi de faire une fin pour une fois Bien sûr. qui est quand même entre deux. Ouais, Hein, mitigé. c'est-à-dire, Qui est ambigu, qui est ambigu. En fait, ils échappent au truc, mais on ne sait pas, on attendrait presque le deuxième tome. Sauf que c'est super que justement on ne sache pas, et que la seule chose, c'est que la prof qui les voit se refuse à les empêcher de partir. C'est le seul point.
Et dans le texte d'Elisabeth, moi je suis très curieuse du deuxième tome, c'est la vie oui, en internat. que j'ai refusé d'écrire. Oui, mais J'ai c'est pas pas bien. ça demande à lui. Mais un autre éditeur m'avait dit il faut une suite, il faut savoir Non, comment ça se mais passe. en fait, je pense qu'il ne faut pas de suite. Moi, je pense que non, c'est bien de bien laisser sûr que ouvert. non. C'est une Mais fin on ouverte. les met dans les pattes de situations qui sont à risque. En fait, les deux fins, pour moi, sont des situations à risque. Tout à fait. Donc, ils prennent le risque. Je dirais que la fin, c'est qu'ils prennent le risque. Exactement. Et d'ailleurs, elle le dit, Marie, qu'elle dit, ça serait difficile. Non, elle dit, elle est à la troisième personne, mais ce serait difficile, il faudrait argumenter, ça serait dur. Parce que un parent à qui on propose, je veux aller en internat, ce que je n'ai jamais réussi à faire moi quand j'avais son âge, c'est un enfant qui prend le risque de détruire ses parents. Surtout s'il est enfant unique, c'est son cas, c'est mon cas. C'est-à-dire, ils vont croire que je les aime plus. Ils vont se sentir abandonnés. Alors, tous les rôles, c'est inverse, quoi. Mais vous avez, là, vous mettez en scène deux jeunes, deux enfants qui n'ont pas ce type de réflexion, au contraire, qui voient que leur avenir est devant eux et que... Oui, ils sont dans l'élan. Ils sont dans l'élan, mais on ne sait pas combien ça va leur coûter après, ce qui va se passer après. Et ils prennent le risque, effectivement, de se sortir de la famille, c'est ça. Donc de l'amour familial aussi. C'est ça, de la configuration. Oui, et ça, c'est vrai que les adolescents qui font ces choix-là, ils sont vraiment sur une zone de risque aiguë. Oui. Il n'y en a pas beaucoup, d'ailleurs, qui demandent l'internat, l'expérience. Non, malheureusement, ils n'osent pas. Oui, ils n'osent pas. Ou après, il y a les problèmes matériels aussi qui jouent. Mais très souvent... ils ne proposent pas ça parce que les parents, la société leur envoie l'image de l'internat punitif. Encore, malheureusement. Alors que c'est une hyper bonne solution. Mais pour aller donc plus loin encore, ma chère Nadine, je me demande, moi, si dans une littérature pléthorique, comme la littérature jeunesse, puisque Elisabeth, avec Marie-Célie, appelle ça systématiquement la littérature jeunesse face à la littérature vieillesse, autrement on appelle la littérature générale, mais je pense que... Je ne sais pas, oui, mon général. Non, mais c'est stupide, c'est stupide. N'empêche que c'est une littérature, la littérature jeunesse, on en voit vraiment énormément. Nous-mêmes, ça fait 2 ans qu'on en fait, et j'avais vraiment envie qu'on s'attelle à cela, qu'on fasse une recherche dans ce sens-là, parce que je pense qu'il y a des domaines vraiment incroyables à découvrir. C'est une littérature qui, dans un premier temps, s'adresse à un certain type de lectorat. On ne va pas dire, enfin, c'est assez étendu, avec des âges qui changent, enfin, des évolutions très très fortes en fonction des âges. Mais je me demande la chose suivante, parce que j'ai entendu différentes réponses à cette question. Faut-il que les personnages soient tous des adolescents dans la littérature adolescente? C'est une bonne question. D'ailleurs, ils ne le sont pas tous. Je suis en train de réfléchir. Non, mais évidemment. Mais il faut que... Est-ce que c'est un bon support d'identification, en fait, Ce serait ça la question. Pas forcément. Moi, je pense qu'il y a des... Non, je pense qu'il y a des livres, d'ailleurs, qu'on a lus ados, avec des adultes, et c'était aussi des bons supports de projection. On a aussi lu des bouquins où le personnage était un gars et on était des filles. Oui, mais attendez, on parle d'aujourd'hui. On parle de jeunes d'aujourd'hui qui ont face à eux une offre incroyable. Alors, il faut savoir qu'il y a des éditeurs qui ont qui te donnent comme contrainte le fait que tu leur proposes un texte pour ados et ils te disent « Ah ben non, parce que c'est pas l'ado qui parle. » Allez vous faire voir. Si c'est ça, il y a les plus petits, la question de pas mettre possible. des animaux ou des enfants dans donc, oui, on n'a pas été des éléphants, mais enfin, on est quand même bien chez les bavards. On est d'accord pour dire qu'il n'est pas nécessaire que le héros, l'héroïne soit un enfant, une enfant, pour pouvoir servir. Mais non, parce qu'on peut imaginer un roman écrit par la concierge d'un immeuble où il y a une petite fille au 5e étage. Ou je sais pas quoi. Est-ce qu'il y a forcément des personnages enfants? C'est ça ma question. Est-ce qu'il y a forcément des personnages enfants? Ben non. Non, moi, je ne sais pas, à 12 ans, je lisais Le vieil homme et la mer, j'ai trouvé ça normal de le lire. Oui. Il n'y avait pas d'enfant, il y avait un poisson, et je n'aimais pas la pêche en plus. À qu'à voir, alors c'est pas forcément un modèle non plus, mais avoir la sélection des textes, par exemple, que
dans les programmes de 6e à terminale, en fait, on n'en a pas beaucoup. Ah oui, ça et- c'est et autre parfois chose. Des quoi, qu'est-ce qu'on n'a pas La beaucoup reconnaissance dans par les- l'éducation on propose- nationale de la littérature on propose jeunesse, c'est peu autre chose. Oui, non, mais oui, alors après, quand on inclut des livres jeunesse, on souhaite que ce soit des bons. Oui, oui, c'est ça, C'est-à-dire, exactement. voilà, Exactement. parce que, non, mais ils arrivent quand même à s'identifier. Je veux dire, après, pour moi, la question, Jean, c'est à quel lecteur on s'adresse? C'est-à-dire, est-ce qu'on s'adresse à des adolescents qui sont déjà très lecteurs et qui vont avaler tout? Ou bien est-ce qu'on s'adresse à des adolescents qui ne sont pas ceux qu'on appelle justement des non-lecteurs, qui ne lisent pas et qui vont, par le texte qu'on propose, entrer à la fois dans l'émotion et dans la lecture. Et je crois que c'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que souvent, on nous dit, et moi, je m'en étais pas tout à fait rendu compte vraiment, vous utilisez des mots simples. C'est pour ça que des gens jeunes peuvent vous comprendre. Et en fait, même dans mes textes, je dirais adultes, je ne vais pas dire littérature générale, parce qu'effectivement, littérature générale veut dire qu'on exclut tout à fait la littérature jeunesse, donc on est en général, sauf, voilà. Mais j'utilise souvent des... il n'y a pas forcément besoin d'une complexité de la langue, mais ça c'est un vrai débat, pour rendre compte de la complexité des sentiments. Et on a parfois besoin, mais pas toujours, et pas autant qu'on s'en sert. C'est-à-dire que ça devient un pouvoir. Le pouvoir d'écrire quelque chose que tout le monde ne peut pas comprendre, ou de se servir de la complexité de la langue pour faire apparaître qu'on est plus capable qu'un autre, pour moi, c'est un vrai problème, ça, dans l'écriture et dans Là, l'édition. c'est Camus, Barthes, enfin, c'est le degré zéro de l'écriture, enfin, c'est ce genre de réflexion-là sur la Tout à simplicité fait. de Moi, la j'ai langue et son effectivement, immédiateté. L'étranger, c'est un texte que j'ai vu, moi, être un texte déclencheur pour beaucoup d'ados. Bien sûr, bien sûr. Et à la fois pour cette écriture, effectivement, je ne vais pas dire simple, mais bon, blanche, et puis pour ce que cette écriture amène de sensations corporelles chez un adolescent et qui d'un seul coup dit « Oh, mais c'est formidable, ça me concerne » et qui va voir un documentaire sur la vie de Camus. Enfin, et ça, c'est des vrais déclencheurs. Donc il y a une question de langue derrière qui est vraiment importante. Il y a quelques années, je suis venue ici pour le lancement de A. Ernesto de Duras. Et il y avait Jeanne Moreau et on s'était régalé. Et en fait, on avait lu, elle avait lu, je crois, cette fameuse lettre que Duras envoie à l'éditeur, c'était Lindquist, non, ça, et qui lui demande quel va être l'âge du lecteur, que c'est pas pareil pour elle de publier des petites histoires qu'elle a racontées à son fils, ou bien est-ce que ça sera pour des enfants de 11-12 ans, elle qui écrit en adulte d'habitude. Et donc la question, elle la pose. Et puis après, quand on voit la limpidité de son texte, où effectivement, on comprend tous les mots. Et d'ailleurs, pour répondre à la question déontologique que tu posais tout à l'heure, l'instituteur de Ernesto, qui est un gosse qui va à l'école un jour et le lendemain ne veut plus y retourner parce qu'il dit clairement à l'école, on m'apprend des choses que je ne sais pas. Eh bien, l'institut vient à la maison voir ses deux parents qui sont en fait des réfugiés de quelque part, à Ivry. Il est génial, ce bouquin est génial. Donc, voilà. Et puis voilà quelqu'un, la Duras, quelqu'un qui ne faisait pas de ghetto, jeunesse et vieillesse. Et le bouquin qui s'appelle, comment il s'appelle? Il y a un roman où elle raconte vraiment l'histoire des parents et du Ernesto, et qui s'appelle, il y a été dedans, et qui se passe à Ivry, à Vitry, à Ivry, je ne sais plus. Ah, il y a été. C'est une merveille. Alors, c'est deux personnes qui sont dans une espèce de lotissement de banlieue. Ils viennent à Paris tous les jours. Et dans le métro, ils ramassent les bouquins qui traînent parce qu'ils aiment lire. C'est génial. Et alors, ils pondent une famille nombreuse, dont un Ernesto qui est un peu récalcitrant. Mais voilà, bon, comme par hasard, je me suis servi très très souvent en exergue des phrases. Je n'arrive pas à ne pas trouver ce qu'il me faut chez elle. Elle m'accompagne, quoi. Voilà. Merci beaucoup à toutes les deux.
de nous avoir présenté ces deux personnages, Marieke et Benoît, qui sont des personnages fort différents, mais qui arrivent au fond à se sauver tous les deux. Pour Marieke, Même pas en rêve, d'Elisabeth Bramy, et Benoît, La courbe de tes yeux, de Nadine Brun-Côme, que nous avons eu la grande joie de publier récemment. Voilà, merci à tous.